Alors, dans le cadre du dernier webinaire de cette semaine de sensibilisation à l'épidermolyse bulleuse, on a le plaisir de recevoir Hélène Rago, qui est donc post-doctorante au sein de l'équipe INSERM dirigée par le professeur Ovnanian depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Hélène, vous travaillez sur un projet qui vise à mieux comprendre les mécanismes du carcinome épidermoïde cutané chez les épidermolyses bulleuses dystrophiques récessives, projet que finance Debra France à hauteur de 65 000 € par an sur 5 années. Pouvez-vous, du coup, vous avez préparé, je crois, un petit PowerPoint pour nous expliquer un petit peu ce qu'est le carcinome épidermoïde cutané et plus spécifiquement donc l'étude CIMOSEB sur laquelle vous travaillez. Vous allez nous expliquer tout cela dans quelques secondes. D'accord. Je vais partager l'écran et lancer ma présentation. Est-ce que vous l'avez? C'est bon? C'est parfait, on voit tout. Donc, effectivement, je vais vous présenter plus particulièrement mon projet de recherche, qui se nomme CIMOSEB et qui porte sur ces cancers développés dans le cadre de l'épidermolyse bulleuse. Donc, ce sont des carcinomes épidermoïdes cutanés. Donc, ce sont des tumeurs qui se développent au niveau d'une des couches de l'épiderme de la peau. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans la population générale, ça représente 20% des cancers cutanés, que ça touche essentiellement des sujets âgés avec des facteurs de risque, dont le principal est l'exposition aux UV. Et donc, il faut savoir que ce type de cancer dans la population générale présente un risque de métastase qui est relativement faible par rapport à d'autres types de cancers cutanés comme le mélanome. À l'inverse, chez le patient atteint d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive et plus particulièrement dans sa forme généralisée sévère, ce type de cancer est plus fréquent à l'âge adulte que dans la population générale. On observe parfois chez certains patients également le développement de tumeurs dans des zones de localisation différentes simultanément, ou parfois multifocales. On sait que le risque de complications chez le patient EBDR de ce type de cancer est plus important, que ce soit le risque de récidive ou le risque de métastase par rapport à un patient de la population générale. Le diagnostic du cancer cutané chez le patient EBDR est parfois difficile, puisqu'en fait, ce sont des CEC qui se développent essentiellement sur des zones de plaie chroniques, comme vous pouvez voir ici, ou des cicatrices dystrophiques, comme ici. Et en fait, il est parfois difficile, même pour un œil avisé de médecin, de distinguer un carcinome, un cancer cutané, d'une plaie chronique qui est fréquent chez le patient BDR. Donc, la première prévention du patient BDR, c'est vraiment déjà de faire un suivi régulier pour vérifier ces zones de plaie chronique et ces cicatrices dystrophiques et déterminer rapidement s'il n'y a pas des zones, des zones à risque qui pourraient être susceptibles de se développer en cancer. À ce jour, le traitement standard reste l'exérèse chirurgicale à large marge. Et parfois, si l'étendue de la tumeur est trop importante et que la localisation le permet, l'amputation peut être nécessaire. Bien que l'amputation n'a pas d'effet bénéfique plus important sur le risque de récidive par rapport à une exérèse. Et enfin, après avoir développé une première tumeur, le patient BDR doit être suivi par examen de la peau et de muqueuse auprès de son médecin référent tous les 3 mois, puisque je vous ai dit que le risque de récidive est important chez le patient BDR. Donc, quelles sont les causes? On sait que chez le patient BDR, les causes survenues de ces tumeurs sont différentes du patient non EBDR, puisque je vous ai dit que la première facteur de risque de survenue de ces tumeurs dans la population générale, c'est l'exposition aux UV. Or, chez le patient BDR, ces tumeurs se développent soit sur des zones de plaie chronique, soit sur des cicatrices dystrophiques.
et que ce sont des zones qui sont souvent présentes sous des bandages, donc qui sont peu, voire pas du tout exposées au soleil. Donc l'implication aux UV est bien moindre chez ces patients. En revanche, il a été montré que l'inflammation jouait un rôle majeur dans la survenue de ces cancers. En effet, ces zones de plaie chroniques et ces cicatrices dystrophiques sont riches en inflammation, donc en cellules immunitaires, en molécules inflammatoires. Il y a également les phénomènes de cicatrisation et donc de la fibrose. Et on sait que certains de ces mécanismes sont connus dans les cancers en général, comme participants au cancer. Sauf que chez le patient BDR, bien qu'on ait montré que l'inflammation pouvait avoir un rôle, on ne sait pas quels sont les mécanismes précis qui expliquent la survenue si fréquente de ces tumeurs. Au niveau de l'évolution, il a été observé au niveau clinique deux populations, sous-populations de patients BDR. En effet, la plupart des patients vont développer fort heureusement des tumeurs qui vont rester isolées, qui vont pouvoir être opérées chirurgicalement et à l'issue de ça, le patient va survivre plusieurs années avec la survenue ou pas d'autres tumeurs, mais qui vont rester elles aussi locales et qui vont pouvoir être opérées et ne pas altérer la survie des patients. À l'inverse, certains patients vont développer de leur première tumeur une forme particulièrement agressive qui vont conduire à des récidives rapides, des fois en moins de 3 mois, avec le développement également de métastases et qui peut conduire à un décès rapide du patient. Et donc, les mécanismes entre ces deux sous-populations de patients au niveau de l'évolution ne sont pas connus. Et donc, on ne sait toujours pas si, lorsqu'un patient développe sa première tumeur, s'il va avoir une évolution ensuite non agressive ou une évolution agressive. D'où l'intérêt de notre projet de recherche, qui s'appelle CIMOSEB, pour signature moléculaire dans les carcinomes épidermoïdes cutanés survenant au cours de l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. C'est un projet de recherche qui se fait en collaboration d'une part avec le centre Magec, l'hôpital Saint-Louis à Paris, et plus particulièrement le docteur Emmanuel Bourrat, qui est le médecin référent de ce projet de recherche. Et d'autre part, le laboratoire de recherche du professeur Alain Ovdanian à l'Institut Imagine à Paris, donc l'équipe dans laquelle je travaille. Et donc moi, je suis chargée de l'exploration scientifique et biologique de ces tumeurs. Et donc c'est un projet qui a été pensé depuis plusieurs années par Emmanuel et Alain, qui voulaient vraiment travailler sur ces tumeurs développées chez les patients BDR. Et donc, ce projet a pu se concrétiser depuis septembre 2018 grâce au financement de votre association des Braves France, donc pour une durée de 5 ans. Donc, quels sont les objectifs du projet CIMOSEB? Le premier, ça va être d'identifier les mécanismes d'apparition des cancers cutanés chez ces patients BDR, déterminer en quoi, dans cette zone de plaie chronique, où dans cette cicatrice dystrophique apparaît et se développe un cancer. Et donc, mieux comprendre ces mécanismes d'apparition, ça va nous servir ensuite à la prévention, donc prévenir et essayer de voir comment prévenir l'évolution de ces cancers. Le deuxième point, c'est identifier des gènes, des molécules ou des protéines qui vont être spécifiquement altérées dans les cancers des patients AB et voir si parmi ces gènes ou ces protéines, il n'existerait pas des thérapies et des médicaments utilisables pour mieux guérir ces tumeurs chez les patients BDR. Le troisième objectif, c'est l'objectif thérapeutique. C'est à travers l'identification de ces gènes et de ces protéines, s'il ne serait pas possible d'appliquer ce qui s'appelle la médecine personnalisée pour le patient BDR ayant développé un cancer. En fait, qu'est-ce que cette médecine personnalisée? C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, une tumeur de type carcinome développée chez un patient A ne sera pas le même tumeur, carcinome, que celui développé chez la patiente B. Chaque tumeur est différente, comme chaque patient est différent. Et on sait que la survenue et la transformation en tumeur en fait, est due à une accumulation de mutations. Et donc, chaque tumeur va avoir sa propre combinaison de mutations. Et certaines de ces mutations vont vraiment être des moteurs dans l'évolution tumorale. Et donc, aujourd'hui, sur la recherche en général sur le cancer, pas seulement sur les cancers liés à l'EBDR, il y a de plus en plus
de recherche sur ce domaine afin de développer des médicaments qui vont être spécifiques de ces altérations génomiques et qui vont ainsi permettre, par exemple ici dans le cadre du médicament B pour la mutation B, d'empêcher la croissance de la tumeur. Et donc l'objectif de ce projet SIMOSIM, à travers l'identification de gènes ou de protéines, ce sera de voir si ces altérations ne se retrouvent pas dans d'autres types de cancers pour lesquels des médicaments ont été développés, donc essayer d'améliorer comme ça la prise en charge du patient. Quels sont les critères d'inclusion? Simoseb inclut des patients atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive adultes, donc il faut être âgé de plus de 18 ans, être traité pour un ou plusieurs CEC à l'hôpital Saint-Louis et évidemment donc, signer le consentement pour autoriser l'accord dans Simoseb. Il faut savoir que les échantillons sont prélevés à partir de la pièce opératoire et des résidus opératoires après exérèse. Donc, il n'y a pas c'est pas un protocole invasif. Tout est prélevé après l'opération. Et en ça, cela ne modifie pas la prise en charge du patient lors de l'opération. Il n'y aura pas de marge plus importante liée au fait que le patient intègre le programme, le projet SIMOSEB. Il ne modifiera pas non plus le diagnostic par le service d'anatomopathologie, ce qui est la priorité pour le patient. Et à l'issue de son suivi post-opératoire à 3 mois, donc on déterminera, vérifiera si le patient a eu ou non une récidive qui peut laisser penser une évolution agressive du patient. Donc le projet SIMOSEB a obtenu l'accord du comité éthique cette année, cet été plus précisément. Et donc, il faut savoir que depuis 2018, nous avons un protocole de prélèvement qui a été prédéfini donc, en collaboration avec l'hôpital Saint-Louis, Emmanuel, et également Rose Boudan, qui est l'infirmière référente à Saint-Louis et qui s'occupe de faire les prélèvements au niveau de ces tumeurs. Donc, pour cela, en fait, dans cette étude, on s'intéresse à 3 zones précises. Le premier, ce sera dans la tumeur. Le deuxième sera dans la zone péritumorale, donc qui n'est pas cancéreuse, mais qui est à proximité de la tumeur, donc qui est soit une zone de plaie chronique, soit une cicatrice dystrophique. Et lorsque si la taille de l'exérèse le permet, ou si le patient à ce moment-là est greffé avec la peau non lésée, on pourra également faire un prélèvement de peau non lésée. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est vraiment avoir une analyse globale et comprendre ce qui se passe dans les carcinomes, dans les tumeurs des patients VDR. Et donc, pour cela, on va analyser à 3 niveaux les tumeurs. Le premier, ce sera au niveau des gènes, de l'ADN, là où, on vous dit, ont lieu les mutations. Et on ne va pas regarder l'ensemble des mutations, on va se focaliser sur les mutations dans des gènes qui sont déjà connus dans les cancers. C'est vraiment l'intérêt et l'originalité de SIMOSEB. On va également regarder les molécules, à savoir les ARN et les protéines. Et donc, l'ensemble de ces analyses dans une seule étude n'ont à ce jour encore jamais été effectuées pour les cancers BDR. Donc, on espère qu'en combinant ces analyses, on va pouvoir déterminer et mettre en évidence des mécanismes qui n'avaient pas encore été observés dans les tumeurs de ces patients BDR. Donc, à ce jour, 18 patients BDR ont été inclus dans la cohorte, 6 hommes et 12 femmes, avec un âge moyen de 32 ans. Et donc, pour le moment, nous avons analysé les anomalies génétiques dans 22 cancers chez 15 patients BDR grâce à la plateforme de génomique à l'Institut Imagine. Et donc, pour le moment, nous avons identifié 53 gènes porteurs de mutations délétères ou présentant un nombre de copies augmentées, ainsi que 27 gènes porteurs de variations délétères spécifiquement dans les cancers à évolution agressive. Donc, l'objectif maintenant, c'est vraiment de confirmer la pertinence de ces gènes, voir si certains gènes vont être des moteurs importants dans l'évolution des cancers chez le B, et déterminer avec des analyses complémentaires les protéines altérées et voir si certaines protéines pourraient être des cibles thérapeutiques
pour les traitements des cancers EB et donc permettre cette médecine personnalisée. Donc voilà pour la présentation sur le projet CIMOCEV, qui fait intervenir d'une part le laboratoire des maladies génétiques, le MAGEC Saint-Louis et avec l'aide des plateformes au sein de notre institut de recherche. Eh bien, merci beaucoup Hélène pour ces explications très complètes et très précises qui nous aident à mieux comprendre d'une part les enjeux d'être suivi régulièrement dans un centre de référence pour anticiper au mieux ces carcinomes et d'autre part l'importance aussi de pouvoir rentrer dans ces protocoles pour pouvoir augmenter votre base pour avoir des résultats les plus précis possibles. J'invite tous nos auditeurs à poser leurs questions s'ils le souhaitent à travers le chat pour ceux qui sont sur Zoom ou à travers Facebook pour ceux qui nous suivent depuis le Facebook Live. Du coup, on ne s'imagine pas trop en quoi consiste une journée type pour un chercheur, Hélène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que serait la journée type ou les journées types d'un chercheur En soi, je pense qu'il n'y a pas de journée type de chercheur. C'est l'intérêt vraiment des chercheurs, c'est aucune journée, je trouve, se ressemble. Je dirais plutôt il y a 4 activités qui sont déterminantes dans la vie du chercheur et qui, suivant l'avancée du projet de recherche, vont plus ou moins avoir une part importante. Le premier, c'est faire des expériences, donc les manips qu'on appelle. Donc, c'est travailler soit se retrouver à la paillasse, donc faire des expériences pour avancer notre recherche. Donc, comme on disait, la pipette avec les tubes. Donc, ça fait partie du métier de chercheur. On peut également travailler en pièces de culture si on travaille sur des cellules de patients. Travailler également en animalerie, ça peut arriver à certaines personnes, donc de devoir traiter des animaux. On a également aussi, je peux également passer pas mal de temps à faire des analyses sur ordinateur et notamment dans le cadre des mutations où ce sont des fichiers lourds ou lorsque je reçois les analyses et donc je peux passer plusieurs journées à analyser ces mutations. Donc, c'est aussi donc, cette part du chercheur. L'autre part, c'est activité importante, c'est la recherche bibliographique. En effet, quand on fait un projet de recherche, il faut se documenter sur le sujet, savoir ce qui a été fait et pas le reproduire d'une part et d'autre part, de s'appuyer sur ce qui a été fait pour essayer de voir vers où on pourrait explorer. Et au vu, après les expériences qu'on peut faire aussi, cette recherche bibliographique nous aide aussi à interpréter nos résultats. Se servir en fait de ce qui a été fait dans la recherche pour un peu mieux comprendre nos résultats et ainsi se dire, il a observé ça, c'est ce que j'observe. Du coup, moi, je vais poursuivre dans cette voie, voir si je retrouve la même chose que lui et donc avancer sur notre projet de recherche. Et donc, c'est vraiment la combinaison des deux, de la théorie et de la pratique qui nous fait avancer dans notre projet. Ensuite, la troisième activité, c'est la demande de financement, parce qu'on sait que la recherche, c'est coûteux et qu'il nous faut trouver des financements pour pouvoir avancer et faire avancer notre projet de recherche. Et donc, régulièrement, il y a des appels à projets, donc par des associations ou via l'Agence nationale de recherche, par exemple, qui demandent donc, propose donc des financements et en fait le chercheur va devoir constituer un dossier pour montrer que son projet de recherche est pertinent, qu'il mérite d'être financé et donc ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines si le dossier est important pour assembler tous les éléments, le chercheur. Voilà. Et le quatrième point, c'est une fois que les expériences ont permis de découvrir quelque chose de nouveau, c'est la rédaction d'articles scientifiques.
Et donc, pour valoriser le travail et faire savoir à la communauté scientifique qu'on a fait cette découverte. Donc, dans la journée du chercheur, je pense que c'est, comme je vous ai dit, suivant l'avancée du projet, ça peut être soit une journée où je vais mettre à la paillasse et pendant des temps où des temps d'incubation, je vais mettre de la bibliographie, soit des périodes où je suis dans la rédaction parce qu'il y a un appel à projet ou dans la rédaction d'articles scientifiques. Et par rapport à cette étude, concrètement, est-ce qu'il y a déjà eu des rédactions et des publications d'articles Pardon sur ce projet-là, est-ce qu'il y a déjà eu des publications d'articles par rapport à mon projet Simoseb? Oui. Actuellement, j'ai 2 pistes qui potentiellement peuvent amener à une publication scientifique. Donc une plus avancée par rapport à l'autre, en fait, où on veut travailler également, regarder au niveau, un peu mieux caractériser les tumeurs des patients présents dans la cohorte. Donc c'est ce que je suis actuellement en train d'écrire pour valoriser cette partie du projet. Et au niveau également de la partie génomique, où il nécessite encore avoir quelques études, expériences complémentaires, mais qui fera également l'objet d'une publication scientifique dans les mois à venir. D'accord, ok. Et est-ce que vous aviez entendu parler d'épidermolyse bulleuse, Hélène, avant de rejoindre l'équipe du professeur Ovenagnan? Alors oui, j'avais déjà entendu parler de cette maladie. Alors avant de faire de la recherche, j'avais découvert en fait l'épidermolyse bulleuse au travers du Téléthon. Parce que je me souviens très bien de ce patient c'était un enfant en fait qui était atteint d'épidermolyse bulleuse et qui présentait à l'ensemble du corps présent sous des bandages. Et encore aujourd'hui, en fait, je me souviens très bien où ils expliquaient que la personne présentait en fait une maladie rare qui entraînait des décollements cutanés et qui faisait que ces personnes devaient vivre avec des bandages et avec mon œil un peu inexpérimenté. C'est vrai que j'avais été assez choquée en fait de voir ces patients et de me dire qu'il y avait des personnes qui avaient ce type d'atteinte grave en fait. Et voilà. Et après, dans le cadre de mon ancien laboratoire, en fait, j'ai fait également de l'enseignement et j'ai, dans ce cadre, participé en fait à des oraux d'exposés d'étudiants en licence. Et en fait, parmi ces exposés, il y avait justement un exposé sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique et le traitement par CRISPR-Cas9 du collagène 7. Donc, c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'était l'épidermolyse bulleuse et ce qui la causait, ce qui me renvoyait du coup à mes souvenirs de cette maladie que j'avais pu voir à la télévision et qui m'avait marquée. Ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Clémence, d'un point de vue Facebook Live? Oui, peut-être une petite question sur les résultats prévisionnels. Donc, quels sont les résultats prévisionnels de l'étude au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager de ce qui a été découvert? Alors, en fait, à ce jour, c'est vrai que je suis restée assez vague sur les résultats préliminaires, mais c'est vrai que la difficulté de la recherche, c'est que lorsque les données ne sont pas publiées, il est difficile de les communiquer en fait à l'ensemble de la communauté avant de publier dans les articles scientifiques. Donc voilà, on a des pistes, mais dès que les données sont publiées, je pourrais communiquer plus précisément sur les résultats qui ont été obtenus. Nouveaux dans les cancers des patients B. C'est la difficulté un peu de la recherche, c'est Merci. Du coup, une autre question sur la question des délais. Est-ce que vous avez une idée du coup de quand certains de ces pistes vont pouvoir aboutir ou pas ou c'est pas très clair encore? Pour le moment, donc on a des pistes au niveau génétique. On va, dans les mois à venir, on l'espère, pouvoir apporter avec d'autres analyses, comme je vous ai dit, au niveau des molécules et
peut-être au niveau des protéines, ce qui nous donnera ainsi vraiment une vue d'ensemble et vraiment être un peu plus concret sur ce qui se passe au niveau des patients. Donc d'ici, on espère l'année prochaine, avoir ces analyses. Et après, au niveau du patient, bah, tout dépend si parmi ce qu'on observe des traitements existent, si les traitements existent ont déjà été prouvés dans d'autres cancers comme étant pertinents avec assez peu d'effets secondaires, l'essai clinique sur un patient, sur des patients EBDR pourrait être assez rapide. Après, si ce sont de nouvelles molécules à découvrir parce qu'on a identifié, là, malheureusement, c'est la recherche et ça peut prendre un certain nombre d'années avant d'aboutir à un traitement. Merci. Ça fait le lien avec une autre question, une personne qui se demande comment concrètement les patients pourront-ils bénéficier des résultats de cette étude. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des éléments de réponse? Bah, tout d'abord, la première chose, ce sera à travers le médecin référent de l'étude. Donc pour les personnes qui participent au projet CIMOCEP pourra intervenir et poser donc la question sur les résultats obtenus auprès d'Emmanuel Bourra, qui est le médecin référent de CIMOCEP. Après, au niveau de la communauté plus générale d'EBRA, ce sera au niveau des articles scientifiques et au niveau également des présentations qui pourront être faits que ce soit dans des congrès ou également, par exemple, dans les journées patients-chercheurs qui normalement avaient dû avoir lieu en octobre, où dans ce cas-là, je pourrais communiquer plus précisément aux patients sur l'avancée du projet CIMOCEP et les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, c'est vrai qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'objectif de cette étude, c'est de mieux comprendre ces mécanismes et de pouvoir trouver vraiment des traitements ciblés, des thérapies ciblées qui permettent de traiter ces carcinomes le plus rapidement possible, hein, qui sont aujourd'hui, rappelons-le, la première cause de mortalité avant l'âge de 40 ans sur les EBDR les plus sévères. Donc, effectivement, on espère pouvoir avoir des résultats le plus rapidement possible et bénéficier de traitements qui puissent anticiper tout cela. C'est ça. Donc, à ce jour, je sais qu'il y a 3 études d'essais cliniques qui sont sur donc, ces fameuses nouvelles molécules donc, de médecine personnalisée en cours dans le monde pour les cancers des patients EBDR. Donc, une étude qui cible en fait une protéine spéciale qui a été montrée activée et une autre ce qu'on appelle en fait l'immunothérapie. En fait, c'est pour aider, et ça a été montré, pour aider le système immunitaire à mieux répondre aux tumeurs. Et on sait que il y a certains systèmes clés qui sont impliqués et donc c'est un de ces systèmes qui est étudié dans le cadre d'un essai clinique pour voir si ça a un effet pour le traitement palliatif des cancers avancés des patients atteints de BDR. Super. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Hélène, pour ces explications et de nous avoir expliqué davantage du coup ce projet de recherche qui s'avère prometteur pour le traitement des carcinomes. Je vous remercie. C'était donc le dernier webinaire de cette semaine de sensibilisation à l'épidermolyse bulleuse. Tous les replays vont être disponibles prochainement sur notre chaîne YouTube avec les liens qui seront également indiqués sur notre site internet. Également, ils sont disponibles sur la page d'EBRA France. Demain, nous aurons les résultats du fameux concours Dessinons des papillons qui s'est fait en partenariat avec Urgo Médical. On a reçu de nombreux et très jolis papillons. On vous en remercie beaucoup. Et on sera ravis du coup de partager avec vous demain les noms des heureux vainqueurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Hélène et à très bientôt. Au revoir.